Yabiso candidat, Mobutu cessé. Yabiso candidat, Mobutu cessé, Mobutu. Zabatina yoe, comité central, Pokébana Bandoki, et Tumbana Bandoki, et Silite. Tamo Boko retenir candidat Mobutu. Botala Nabino, Nabino, Namisoe, Mobutu. Bandoki Basilite. Janvier, tina mois de mars. Conscientisation, sensibilisation, yaba peuple. Mars, tina mois de mai. Responsabilisation, yaba militante, naba militant. Mois de mai, tina mois de novembre. Propagande électorale, pour yakopona président, ya impère. Moto na moto, asa l'examen de conscience. Akanisa et paito outil. Yabiso candidat, Mobutu cessé. Yabiso candidat, Mobutu cessé, Mobutu. Zabatina yoe, comité central, Pokébana Bandoki, et Tumbana Bandoki, et Silite. Tamo Boko retenir candidat Mobutu. Botala Nabino, Nabino, Namisoe, Mobutu. Bandoki Basilite. Belela, combo ya Mobutu. Ekokute yo rien. Ganga na combo ya Mobutu. Azali candidat na biso. Na bazando na bilanga na kati ya misala epai bozali. Candidat na biso Mobutu. Bana kelasi boyebisa batata na bamama. Candidat na biso Mobutu. Yabiso candidat, Mobutu cessé. Yabiso candidat, Mobutu cessé, Mobutu. Zabatina yoe, comité central, Pokébana Bandoki, et Tumbana Bandoki, et Silite. Mobutu reste ou restera dans l'histoire de l'humanité l'un des dirigeants dont le règne aura duré un temps record. Avec des méthodes qui lui sont propres, le maréchal dictateur sera l'un des présidents, l'un des hommes politiques les plus controversés de l'histoire. Dans les images qui vont suivre, vous allez comprendre la politique de Mobutu, ses relations avec les partenaires internationaux, sa gestion de la chose publique, sa politique intérieure et sociale. À vous de juger. Mais avant tout, voici comment Mobutu est arrivé au pouvoir. Dans les jours qui suivent l'indépendance, la révolte gronde dans les casernes. Mutinerie à Taysville, à Léopoldville. Les soldats veulent la décolonisation de leur armée. Le Congo plonge dans le chaos. Pour les Belges, c'est le sauve qui peut. Jusqu'ici, pas un mot, pas une image de Mobutu. On va le voir pour la première fois dans ce petit film d'amateur tourné à Léopoldville pendant l'exode des Belges, qui viennent se réfugier à leur ambassade. Image furtive de Mobutu portant un bébé. À ce moment-là, Joseph Désiré Mobutu est pratiquement inconnu. Il a quitté l'armée depuis longtemps, il a tâté du journalisme, il a même séjourné en Belgique. Depuis 2 ans, il vit dans l'ombre de Lumumba, dont il est devenu le secrétaire d'État. Quelques jours plus tard, le destin de Mobutu est scellé. Il n'était presque rien, il devient presque tout. Il était civil, il redevient militaire. Il est aussitôt bombardé colonel et chef d'état-major. Enfin, un officier congolais à la force publique, qui cesse enfin d'être une troupe coloniale. Mais c'est déjà trop tard. Le Congo éclate. Le Katanga, la plus riche province du pays, fait sécession. Pris de court par les mutineries et les sécessions, les autorités du nouvel État perdent le contrôle de la situation. Le torchon brûle entre le Premier ministre Lumumba et le président Kasavubu.
5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Devant une situation qui devenait dangereusement explosive, le colonel Mobutu, chef d'état-major, à qui je rends hommage. L'heure de Mobutu a sonné. Le colonel neutralise Kasavubu et Lumumba et suspend la démocratie pour quelques semaines. Sur les antennes de Radio Léopoldville. Allô, allô, chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, qui vous parle de Léopoldville. Pour sortir le pays de l'impasse, l'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État, les deux gouvernements rivaux en présence, ainsi que les deux chambres législatives, jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Mobutu reste neutre, en apparence. Mais en réalité, c'est Lumumba, et seulement Lumumba, qui fera les frais de l'opération. En réalité, Mobutu lâche Lumumba. Le Premier ministre congolais est placé en résidence surveillée. Il est gardé par les soldats de Mobutu. En s'en prenant à Lumumba, le plus populaire des leaders congolais, le plus détesté en Belgique, Mobutu donne des gages aux anciens colonisateurs. Dans la longue histoire de ses relations avec la Belgique, c'est un début qui comptera beaucoup. Pour Lumumba, ce sera la fin d'une carrière fulgurante et le commencement du mythe. Lumumba sera bientôt expédié au Katanga et assassiné là-bas par ses pires ennemis. Une fois Lumumba écarté, c'est comme si Mobutu se désintéressait du jeu politique. Il préfère se consacrer à la réorganisation de l'armée, dont il devient le général en chef. Il a retenu la leçon coloniale. Il sait qu'il n'y a pas d'État fort sans armée forte. L'enjeu de la bataille, la plaine. Un pont miné suffirait à stopper l'avance de l'ANC. Mobutu lance l'attaque, il faut franchir le pont. Pendant plusieurs années, de 61 à 65, dans un Congo livré aux guerres de sécession, aux rébellions, aux crises de régime, le général Mobutu va suivre un chemin parallèle, à l'écart de la politique, mais sans jamais relâcher sa vigilance. Sans avoir l'air d'y toucher, il va soigner sa popularité, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Vous êtes très populaire en Belgique, vous êtes très connu, mais il y a longtemps qu'on n'a plus entendu parler du général Mobutu. Pourquoi ce long silence? C'est simple, je suis simplement rentré dans les rangs, je joue mon petit rôle de militaire. Le général Mobutu et son armée sont à l'entière disposition du gouvernement central. C'est comme n'importe quelle armée du monde. Et je n'ai plus de rôle politique à jouer au Congo, c'est tout. Mais est-ce que c'est par méfiance ou par dégoût de la politique? Surtout par dégoût de la politique. Inlassablement, Mobutu poursuit deux objectifs. Refaire l'unité du pays et entretenir les meilleures relations avec l'Occident. La Belgique reçoit souvent sa visite. Le général a confié l'éducation de ses enfants à nos écoles catholiques. Il vient régulièrement à Bruxelles, saluer ses collègues militaires. À chacun de ses passages en Belgique, il a les honneurs des salons politiques.
on se bouscule pour serrer cette main si rassurante. Madame, mes hommages, bonjour. Colonel, bonjour. Nous sommes en 1965. Le Congo est presque pacifié et Mobutu est devenu la coqueluche de la Belgique post-coloniale. Quand même. Ah bon, En novembre 65, à Léopoldville, une cérémonie rassemble toute la bonne société de la capitale. Le général Mobutu en est le héros. Le président Kasavubu va l'élever au grade de lieutenant général. Le commandant en chef de l'armée nationale congolaise, le général-major Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise à la date du 1er janvier. Lieutenant général, le même grade que le roi Baudouin, l'ex-roi des Congolais. Un grade de chef d'État en quelque sorte. Dans quelques jours, le lieutenant général Mobutu sera président à la place du président Kasavubu. Mais auparavant, il consacrera encore un peu de son temps à la télévision belge, en reportage à Léopoldville. Voilà donc au petit matin du 18 novembre, le général Mobutu, nageant tout exprès pour la télévision, dirait-on, parfaitement décontracté, à 6 jours de son coup d'État. Pourtant, vous êtes un non-violent et vous êtes chrétien. Vous avez dit un jour, ma conscience de chrétien et d'homme m'oblige à faire cesser ces atrocités. Oui, je l'ai dit et répété à maintes reprises. Vous avez aussi préservé des vies européennes et africaines. Depuis le début de notre accession à l'indépendance jusqu'à ce jour, je ne fais que ça. Avez-vous rencontré de l'ingratitude? Oui, ça c'est humain. C'est la terre des hommes. Heureusement, vous avez quand même vos enfants. Ah, la oui. petite là-bas. C'est la plus petite? Oui. Dans quelques jours, ce sera le coup d'État. Un coup d'État indolore et invisible, sans trompette et sans caméra. Le général Mobutu va s'emparer du pouvoir pour 5 ans, officiellement, 32 ans en réalité. À Léopoldville, c'est le calme plat. La statue équestre de Léopold II n'a pas bougé depuis 5 ans. Elle entretient le mythe du Congo belge et le mythe reprend vigueur avec le changement de régime. L'ambassadeur de Belgique vient présenter ses lettres de créance au nouveau chef du Congo. En Belgique, l'avènement de Mobutu est salué comme une bonne nouvelle. Enfin, un homme à poigne. Enfin, un ami de la Belgique. Un bon soldat. Un interlocuteur valable. Pour les Belges, Mobutu, c'est l'ordre. Et l'ordre, c'est la tranquillité des affaires. Aux yeux de certains, c'est presque le retour au bon vieux temps. Le coup d'État est ressenti comme une restauration. En réalité, c'est le commencement de la grande illusion. Mobutu a bien observé les Belges. Il sait les caresser dans le sens du poil, mais il n'en pense pas moins. Désormais, avec la Belgique, c'est lui qui mènera la danse.
Les Congolais, eux, sauront très vite à quoi s'en tenir. Pour s'imposer, le président Mobutu va utiliser d'emblée les deux ingrédients qui assureront sa longévité: la répression et la surenchère nationaliste. La répression, c'est d'abord la pendaison, sur la place publique, de 4 politiciens accusés de complot. Cette quadruple exécution capitale est destinée à terrifier la population. Elle est l'acte fondateur du règne de Mobutu. Mais tout d'abord, comment faut-il vous appeler maintenant? Monsieur le Président, citoyen président fondateur, maréchal, est-ce que vous avez une préférence? Comme vous voulez. Je n'ai pas de préférence. Maréchal alors? Comme vous voulez. Ça veut dire que ça n'a plus aucune importance pour vous. Vous avez renoncé à cette idée de transformer, de refonder la société zaïroise? Je ne renonce à rien. Je suis à la tête de mon pays. C'est moi qui ai lancé l'idée de la démocratisation dans mon message à la nation du 24 avril de l'année dernière, vous le savez, et je tiens à conduire cette démocratisation jusqu'aux élections. Mais la démocratisation, c'est le contraire du moboutisme, finalement. De ce que vous nous présentiez avant cela comme le moboutisme. Écoutez, je ne sais pas pourquoi... Donc le parti-État, etc. Ne me dites surtout pas que vous êtes là pour le passé. Je crois que tout le monde au Zaïre a le regard braqué vers l'avenir. Et depuis mon message à la nation du 24 avril dernier, c'est l'avenir qui compte pour nous, ce n'est plus le passé. Donc ça veut dire que ce que vous proposez aux Zaïrois maintenant, c'est Mobutu sans le moboutisme. D'après vous, comment compreniez-vous ce moboutisme? Eh bien, c'était toute la nouvelle société que vous vouliez fonder au Zaïre et dont vous étiez le président fondateur. Maintenant, nous sommes dans une société tout à fait démocratique. Toutes les libertés sont là, chacun jouit de ses libertés, contrairement au parti unique, au parti MPR, parti d'État. Je ne sais pas pourquoi vous vous accrochez au passé. Parlons du présent. Ce processus de démocratisation semble bloqué pour le moment. L'opposition dit même que c'est vous la cause du blocage. Eh bien, revenons-en à mon message du 24 avril. Janvier-mars 1990. 2 mois de tournée à travers la République. Chacun a dit au chef de l'État ce qu'il pensait de notre pays. Et parfois, ça a été très dur. Des structures politiques du pays. 13% seulement de mes interlocuteurs ont parlé du multipartisme. Par contre, 87%, donc une large majorité, était pour la restructuration du MPR, parti-État, changement d'homme. Mais malgré cela, je me suis fait violence pour aller au-delà. L'environnement international ne plaidait plus pour les partis uniques. Voilà tout. Vous avez parlé d'élection, Monsieur le Président. Vous serez candidat à un nouveau mandat? Mais c'est la 40e fois qu'on me pose cette question. Pour la 41e fois, je vous dis oui. L'opposition demande... Je sais que ça ne vous arrange pas, mais c'est oui. Moi, je n'ai rien à dire à ce propos-là. L'opposition demande qu'avant qu'on ait des élections, on définisse clairement le rôle de chaque institution, y compris le président. Et alors, pourquoi pas? Donc vous serez candidat, même si on réduit de manière très nette les pouvoirs du président. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez dit que l'environnement international avait changé et que c'était ce qui vous avait amené, en fait, vous aussi, à changer votre vision politique. C'est une manière de reconnaître que pendant très longtemps, une partie de votre légitimité s'est fondée précisément sur certaines relations internationales. Peut-on vivre à la fin de ce 20e siècle qui se termine, renfermé sur soi et ignorer le reste du monde? C'est la question que... Je vous retourne la question.
Mais pendant très longtemps, justement, c'est sur ces relations internationales que vous avez fondé l'essentiel de votre pouvoir. Votre pays même, vous êtes dans l'OTAN, dans la CEE, vous êtes dans presque tous les organismes internationaux, ce qui prouve que la Belgique vit aussi en tenant compte des autres. Et vous avez le sentiment d'être lâché. Pour vous, comment? Vous avez le sentiment d'être lâché par vos alliés maintenant, vos alliés privilégiés qui étaient les États-Unis, la France et la Belgique. Il ne faut pas mélanger ici le genre. C'est votre pays qui essaye d'entraîner dans son sillage d'autres pays en vue de faire du tort. Je ne dis pas aux Zaïre, mais une personne qu'on trouve très gênante. Votre interlocuteur. Voilà tout. Mais enfin, même les Américains et les Français ont eu des paroles très dures à votre égard, personnellement, ces dernières semaines. Écoutez... Je pense à M. Kouchner, à M. Cohen. M. Cohen, j'ai le document de M. Cohen. Et pour certaines raisons qui vous sont propres, ses propos ont été tronqués. Ça, vous devez le savoir. Par exemple, il y a une petite phrase où M. Cohen dit « M. Mobutu ne fait pas toujours la distinction entre la caisse de l'État et son propre compte en banque ». C'est une petite phrase de M. Cohen dans la version officielle de l'ambassade américaine. Écoutez, dites-moi tout ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement par là. Donc, je veux dire tout simplement qu'il y a des paroles très dures à votre égard, du côté américain, du côté français. Ma réponse est simple. Je ne suis pas la colonie. Le Zaïre n'est pas la colonie des États-Unis, encore moins celle de la France ou de la Belgique. Nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Les amis ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Mais à l'intérieur du pays, certaines personnes émettent les mêmes critiques. Écoutez, lorsqu'on est 26 années durant la tête d'un pays, mais il ne faut pas qu'il y ait que des éloges. Nous ne sommes pas le paradis ici. La Belgique n'est pas un paradis. La France n'est pas un paradis. Les États-Unis encore moins. On ne peut pas éviter des critiques. Un proverbe arabe à ce sujet le souligne très bien. Plus un arbre monte, plus il attrape le vent. Voilà vous exprimez une volonté de changement dans la gestion du pays, mais manifestement, les choses sont bloquées, les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas, les choses ne se sont pas modifiées. Chez vous, ça évolue toujours très bien, toujours ça va bien, madame la... Voici une question. Répondez-moi. Mais personne chez nous n'a exercé le pouvoir pendant 26 ans d'une manière aussi absolue que vous. Mais, nous sommes le Zaïre, vous êtes la Belgique. Eh bien, le drame dans nos relations, c'est quoi? Vous vous occupez un peu trop de nous. Oui, mais vous avez entretenu les meilleures relations avec les dirigeants de France, de Belgique et des États-Unis. Et ça vous a bien arrangé pendant très longtemps. Alors quand vous dites nous ne sommes pas la colonie des États-Unis, de la France, de la Belgique, nous sommes évidemment d'accord là-dessus. Mais ce que beaucoup de gens vous ont reproché ici au Zaïre, c'est justement d'avoir mis votre pays un peu au service de ces puissances étrangères-là pendant très longtemps, notamment économiquement. Je crois que c'est le contraire qui est vrai. Je n'ai pas mis mon pays au service de l'économie étrangère, des puissances. Ne me dites surtout pas ça. Ne le dites surtout pas à un nationaliste comme moi. Je retiens que M. Bemba, qui est le patron des patrons zaïrois, a dit, pas plus tard que hier d'ailleurs à la télévision zaïroise, que la zaïrianisation avait été une catastrophe économique pour le Zaïre. Eh bien, je laisse à Bemba la responsabilité. Oui, ce n'est pas n'importe qui. Laissez-moi continuer. Je lui laisse à lui la responsabilité de ce qu'il a dit, s'il vraiment il l'a dit. Mais vous posez des questions, il vous faut des réponses. Oui. Entendons-nous bien. La zaïrianisation, qu'est-ce à dire? Lorsque j'ai dit zaïrianisons, c'était quoi? Je concevais mal qu'un étranger, belge, français, hongrois, vienne s'installer ici pour revendre aux Zaïrois la bière qui sort des brasseries de Kinshasa et gagner de l'argent là-dessus, vivre là-dessus.
Par exemple, dans les Wenzé, petits marchés, qu'on trouve les étrangers s'occuper de ces petites et moyennes entreprises. On pouvait laisser ça aux Zaïrois. Oui, mais voilà tout. C'est ce qui se fait chez vous. Oui, le problème, c'est que l'argent a continué à fuir le Zaïre, à aller à l'étranger. Voilà ce qui s'est passé concrètement. Et je vous rappelle que la délégation zaïroise qui est venue en Belgique il y a 2 ans pour la clarification disait cela. Disait en fait, les relations entre la Belgique et le Zaïre profitent davantage à la Belgique qu'au Zaïre. Ce qui était vrai d'une certaine manière. Ce dont il ne parlait pas, c'est des Zaïrois qui profitaient en passant de cet échange inégal. Cela existe, M. Bastin, partout. Partout. Allez, je ne veux pas, je suis astreint de devoir de réserve, je ne peux pas mentionner des pays ici. C'est partout. La fuite des capitaux existe même chez vous. Ça existe en France, ça existe aux Zaïre, ça existe partout. Tant que le monde restera le monde, il y aura toujours cette fuite des capitaux. Vous croyez pas à la morale en politique? Ce n'est pas propre aux Zaïre. Comment allez-vous faire pour empêcher qu'un commerçant de chez vous aille, disons, du côté de la Côte d'Azur, déposer son argent Ça se fait, vous le savez. Mais le bilan économique, pour le moment, est assez négatif tout de même. Qu'est-ce que l'économie zaïroise ne se porte pas bien, vous devez l'avouer, non? Qu'est-ce que cela fait un nationaliste comme vous, justement, de voir le pays qui s'est effondré? Je suis le premier à le reconnaître. Nous traversons une période très difficile et l'économie, c'est le reflet de cette situation très compliquée, très difficile que nous traversons. Je ne peux pas vous dire le contraire. Et quelles en sont les causes profondes, d'après vous? Comment? Quelles en sont les causes profondes? Mais les causes profondes, c'est la gestion. Écoutez, entre nous, faisons un distinguo entre certaines questions qui appellent des réponses précises. Ne me donnez pas l'impression que je suis là pour me justifier pour la presse belge, pour l'opinion belge. Je crois que... Non, mais vous avez rarement poussé l'autocritique aussi loin. Alors, tant qu'à faire, il y a des gens qui vous désignent évidemment, et ça paraît assez logique après 26 ans de pouvoir, comme le principal responsable. Vous étiez le chef pendant très longtemps. Eh bien, le chef pendant 26 ans n'était pas le ministre des Finances, n'était pas le gouverneur de la Banque du Zaïre, n'était pas le responsable de l'économie. Il avait des collaborateurs. Mais je ne vous dis pas ici que c'est pas moi, c'est eux. Un chef, c'est toujours une équipe. Maintenant, vous semblez me dire que vous admirez ceux qui aujourd'hui disent c'est pas nous, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas une façon de dire, c'était nous. Ça fait longtemps qu'on entend cette critique. Hein. Les 13 en 1980, quand ils vous ont adressé une lettre, la fameuse lettre ouverte au président fondateur, avant eux-mêmes de créer l'UDPS, ils disaient tout cela déjà, en 1980. Et puis il y a eu le fameux rapport Blumenthal, l'expert du Fonds monétaire international, qui était très accusateur à votre égard, très précisément. J'arrive. Blumenthal, sa fameuse lettre, ses fameuses critiques, mais c'était pour pousser un collaborateur zaïrois qui a rédigé avec lui ce document. Figurez-vous aussi que j'ai contre-attaqué, mais très durement, et ça a fait aussi du tort à M. Blumenthal, fonctionnaire international du Fonds monétaire international, qui s'est permis de s'associer à un Zaïrois pour faire du tort, pour porter atteinte à l'honneur d'un chef d'État, membre dans le pays et membre du Fonds monétaire international. Monsieur le Président, comment redresser la situation catastrophique économique de ce pays? Parce que la démocratie, ce n'est pas une recette miracle. La relance du Zaïre, mon cher monsieur, aura lieu. Tout simplement parce que ce n'est pas un pays quelconque. Ce n'est pas un pays des malheureux. Mais c'est devenu un pays quelconque. Nous avons... Ça, c'est votre point de vue. C'est une question, monsieur Bastin, de point de vue. Mais nous allons nous reprendre, nous allons relancer notre économie, nous allons redresser la situation politique du pays. Seulement qu'on nous laisse faire.
Mais qu'est-ce qui empêche que vous fassiez, Monsieur le Président? Vous dites la reprise est en cours, mais le pouvoir d'achat des gens a diminué d'une manière dramatique, les services publics ne fonctionnent plus, les services de santé sont démantelés. Qu'est-ce qui empêche que ça reprenne, comme vous dites? Ne me dites pas que les services publics ne fonctionnent plus, par exemple. Une bonne partie. Mais je vous dis que les services publics fonctionnent, plus les fonctionnaires ont repris. Et vous le savez. Il y a un communiqué qui sanctionne cette décision de tous les fonctionnaires d'USAID, de la fonction publique, pour reprendre. Et cessons avec la politique, travaillons. Les dernières mesures... Retroussons-nous les manches, comme vous disiez. Comment? Retroussons les manches. Vous disiez ça déjà en 65. On en a encore besoin aujourd'hui. Nous allons retrousser les manches. Mais comment les Zaïrois peuvent-ils vous croire, vous entendre vraiment aujourd'hui, alors que vous disiez cela déjà il y a 26 ans? C'est un peu ça le problème. Le blocage est quand même politique. Monsieur Bastin, après cette interview, prenez un avion avec moi, circulons à travers le Zaïre. Je peux prêcher, reprendre ce que je vous dis ici. Eh bien, le Zaïrois ne me dira pas que je mens, ne me dira pas non plus que je raconte des histoires. Mais c'est ce qu'ils nous disent tous les jours. Ben, certains que vous connaissez, que vous fréquentez. J'arrive, laissez-moi continuer. Lorsque la presse belge arrive, presse écrite, la télévision, on sait chez qui vous allez, on sait qui vous contactez, on sait quel milieu vous fréquentez. Nous voyons monsieur et madame tout le monde. Lorsqu'on me dit, ah, les Zaïrois pensent ceci, c'est toujours les mêmes, c'est connu. Est-ce que vous lisez la presse zaïroise? Écoutez, c'est devenu même une passion chez vous. Cette passion vous aveugle, cette passion vous interdit même de connaître certaines réalités. C'est-à-dire d'être objectif. Je regarde le journal télévisé de la télévision zaïroise. J'ai été au marché, j'ai vu un reportage sur le marché. Oui. Effectivement, c'était évident pour moi comme pour le journaliste de la télévision zaïroise, la situation matérielle s'est dégradée. Il expliquait par exemple que les mesures d'hygiène les plus élémentaires n'étaient plus prises, n'étaient plus respectées et que les agents qui étaient chargés de les faire respecter ne le faisaient plus. Et vous le reprochez au président Mobutu? Non, je vous demande d'expliquer. Il devrait, selon vous, aller au marché et s'occuper de l'hygiène. Mais est-ce que vous ne vivez pas un peu trop coupé des réalités, effectivement? Contrairement à ce que vous dites et contrairement à ce que vous pensez, vous n'avez pas, j'exagère peut-être, 4-5 collègues africains qui vivent tous les jours les réalités de leur pays, comme c'est mon cas. Je ne me vante pas, et c'est vrai. Mais c'est quelque chose qu'on peut constater avec toutes les personnes qui restent au pouvoir longtemps. Il y a un certain isolement, un phénomène d'isolement qui se manifeste. Isolement, non, en ce qui me concerne. Vous avez un entourage? Je ne me suis jamais isolé des réalités de mon pays. Vous savez que lorsqu'on a fait le bilan de 25 années de pouvoir me concernant, citez-moi un seul coin de mon pays où je n'ai pas encore été. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce bilan, le Premier ministre Lukoji, celui qui précédait, a dit qu'il était négatif. Totalement négatif, a-t-il dit, le Premier ministre. Globalement. Écoutez, je vais vous expliquer ce que vous ignorez au sujet de ce passage. Il ne visait pas le chef de l'État, il visait plutôt ses prédécesseurs. Et je sais ce que je vous dirai. Non, il parlait bien du bilan de 30 années d'indépendance. Dans ce passage, je ne livre pas ici des secrets d'État, dans ce passage, il y avait au moins 3 noms parmi ses prédécesseurs qui étaient mentionnés. Il est à Bruxelles, M. Moulumba, allez le voir si ce que je vous dis est faux ou contraire à la vérité. Donc quand il a dit que le bilan de ces 30 ans était négatif, vous ne l'avez pas pris pour vous? Il y avait des noms qui ont été finalement biffés. Alors le bout de phrase est resté. C'est ça la vérité. La stricte vérité, la vérité vraie. Voilà tout. Et votre nom n'était pas sur la liste?
Comment? Et votre nom n'était pas sur cette liste. Mais je suis responsable comme tout le monde. Le premier responsable. Je ne suis pas du genre de ceux qui peuvent dire c'est eux, c'est pas moi. La plupart de vos intellectuels vous disent ah, c'est lui, c'est pas nous. Moi, je vous dis, c'est nous. À commencer par moi. Voilà, l'homme que je suis. Oui. Mais vous dites que la presse belge s'acharne à vous critiquer personnellement. Mais est-ce que vous lisez la presse zaïroise? Alors là, la presse belge est vraiment une presse d'enfants à côté de ça. Mais c'est pour vous dire que cette presse est vraiment libre. Mais est-ce que vous la lisez, Monsieur le Président? Comment? Est-ce que vous la lisez vraiment? Écoutez, je ne ris pas de vous. C'est cette question qui me fait sourire, mais je dois être franc avec vous. Je ne la lis pas. Pourquoi? Pour des raisons qui me sont propres. Parce que vous seriez blessé? Au contraire. Bien au contraire. Vous préférez la Libre Belgique le soir à Umoja, à la référence, au Non, je lis pas mal de journaux africains. Je suis abonné, mes services sont abonnés à toute cette presse qui arrive d'Europe, des États-Unis, traduit même la presse flamande, traduite à mon intention et tout. Mais j'ai des raisons que je ne veux pas avancer ici. Mais ça m'étonne que vous ne lisiez pas la presse zaïroise. Parce que c'est un phénomène sociologique. On la lit pour moi. On dit, voilà, dans tel éditorial, tout ça. Je préfère ça comme ça. C'est parce que vous craignez quand même de découvrir des choses terribles qui sont dites sur vous. Je ne crains absolument rien. Je n'ai pas peur de tout ce qu'on peut dire. Mais par exemple, nous avons été assez étonnés hier de découvrir dans la presse zaïroise, dans un article, quelqu'un qui se permettait d'ironiser sur le chef de l'État en disant il s'appelait Joseph Désiré maintenant et il s'appelle Richard Prosper, par exemple. Des choses comme cela, vous ne verrez jamais dans la presse belge. Écoutez, ouh là là, n'exagérons pas. Je ne veux pas citer des noms ici, des titres de journaux. Eh bien, passons simplement l'éponge là-dessus. Eh bien, des journaux satiriques existent chez vous, en France, en Belgique, pourquoi pas ici? On peut dire n'importe quoi. Eh bien, c'est une preuve, c'est la preuve que la libéralisation dans le domaine de la presse, dans le domaine de la politique, existe. Mais Richard Prosper. Et alors? Vous qui avez fait du respect du chef, quand même, un fondement du système zaïrois, c'est inadmissible. Eh bien, vous savez, vous, que ce zaïrois qui l'a écrit l'ignore. Il n'ignore pas. Il le fait parce que ça lui fait plaisir, parce que, bon, on peut faire ça sans conséquence. Voilà tout. Parlons de l'avenir immédiat. Comment voyez-vous ce processus de démocratisation continuer? Est-ce qu'il y aura des élections prochainement? Et comment donc? Bien sûr que oui. Mais comment voyez-vous le timing, le schéma? Il y a la conférence nationale qui a repris depuis vendredi. Qui n'a pas tout à fait repris. Je vous dis que cette conférence nationale a repris. Évidemment, le bureau provisoire n'existe plus. Je crois que demain lundi, ils auront un bureau provisoire et le seul point à l'ordre du jour reste le règlement intérieur, et puis après l'adoption du règlement intérieur, c'est l'élection du bureau définitif et ils vont faire du travail sérieux pour qu'on en finisse un peu plus vite. Mais ces élections, comment vous les voyez et dans quel délai? Mais ça dépend de ce qu'ils vont arrêter au niveau de la conférence nationale. Est-ce que je peux vous rappeler une phrase d'une interview qu'on a eue ensemble il y a exactement 1 an, je crois, à Goma? Vous me disiez, lorsqu'on est chef, on est en même temps psychologue. Si je m'étais rendu compte un seul instant que le peuple zaïrois en avait marre de moi, croyez-moi, j'allais démissionner immédiatement. Vous assumez toujours cette phrase? Et alors? Il fallait commencer ce bout de phrase par le commencement. J'avais commencé ces propos avec ma tournée à l'intérieur du pays pendant 2 mois.